Moi je suis au bout, ouais, je suis au bout. D'ici peu de temps, de toute façon, si il ne se passe rien, c'est clair. Alors je peux pas, ça m'embête parce que j'ai mes enfants, j'ai ma petite dernière, souvent elle me dit « Papa, le matin quand je pars, je t'aime papa ». Et je sais bien que, à force de ramener ça à la maison, c'est plus possible, c'est plus vivable. C'est pas une vie, quoi. Non, c'est pas une vie. Alors bon, il y a des choses, des prises de conscience. Au niveau du grand public, on a des gens, des donneurs des lanceurs d'alerte qui expliquent ce qui se passe dans le monde rural, le problème des suicides dans le milieu paysan. Et là aussi, ça me fait mal, ça m'arrache les tripes parce que la MSA a communiqué des chiffres en 2015, 736 suicides. On arrive en 2007 avec 605 suicides. Et moi, je suis là, parce que bon, je suis aussi investi syndicalement, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Alors, qu'on nous abandonne, soit, mais qu'en plus, on continue à nous stigmatiser, à nous massacrer, c'est du massacre. Hein. C'est pas possible. Donc, inévitablement, il se passera quelque chose. Alors, par contre, j'ai toujours dit, par respect pour ma femme, mes enfants, je ne ferai pas partie de ceux qui se donneront la mort. Par contre, c'est possible que je fasse des choses dramatiques, moi aussi, oui. Mais je ne serai pas toute seule. Et j'assume aussi ce que je dis, le poids de mes mots, le sens de ma phrase. On n'est pas coupable, on est victime de ce qui nous arrive. Et c'est trop facile de stigmatiser toute notre profession et que notre profession, au détriment de tout le reste. Il va falloir faire du lait pour ce soir. Il y en a besoin. Guillaume Poineau élève des chèvres depuis 12 ans. Mais en 2009, il est rattrapé par la baisse du prix payé aux éleveurs, l'augmentation de la nourriture de ses animaux et du fioul. Petit à petit, il est victime du surendettement. En 2014, redressement judiciaire, 450 000 € à rembourser. Guillaume nous a raconté son chemin de croix. Jusqu'en 2030, je vais travailler pour juste payer les dettes. Pas pour de revenus, pas pour rien du tout. Aujourd'hui, c'est ma femme qui me loge, qui m'habille, qui me nourrit, qui fait face à tous les besoins du foyer. Moi, je fais que de payer les dettes. Je suis un esclave moderne du système, hein, ni plus ni moins. Hein. On essaye de demander de l'aide, ceux qui sont là normalement pour, hein, la MSA, les banques, et puis là, bizarrement, vous êtes seul au monde, il n'y a plus personne qui répond présent. Débrouillez-vous, vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Cette spirale économique finit par affecter le moral de Guillaume, obsédé par ses difficultés et qui ne voit plus comment s'en sortir. Et je sais bien que, à force de ramener ça à la maison, c'est plus possible, c'est plus vivable. C'est pas une vie, quoi. Non, c'est pas une vie. Et dans sa situation, tout est difficile, même l'achat de la nourriture de ses chèvres. Comme dans ce moment, il n'y a pas de trésorerie, je commande le minimum, hein, c'est par lot de 3 tonnes. Et alors qu'au préalable, je commandais 12, 15, 18 parce que en fait, plus on augmente en tonnage et plus on a des remises. Donc c'est un peu la double sanction parce que je dois payer d'abord à l'avance et en plus je ne bénéficie pas des remises. À la maison, des tonnes de lettres l'attendent. Les recommandés s'accumulent d'autant qu'aujourd'hui, il est obligé de demander des reports d'échéance. C'est tous mes créanciers, toutes mes créances, et puis le tableau d'annuité. Voilà. Bon, je vous laisse imaginer, quand vous ouvrez ce triclasseur-là, que vous avez ça sous les yeux, moi je me dis, j'ai pris perpète. Regardons au ras des faits. Nous avons un ancien président de la République qui s'appelle Jacques Chirac qui a été condamné. Son Premier ministre, qui s'appelle Édouard Balladur, est mis en examen dans l'affaire Karachi. Son ministre de la Défense est mis en examen dans l'affaire Karachi. Le successeur de M. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour une affaire, va être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour une deuxième, et est pris dans la nasse de l'affaire des financements libyens, dont vous avez montré l'ouvrage tout à l'heure. Son Premier ministre, François Fillon, est mis en examen dans l'affaire que nous savons. Son ancienne ministre de l'économie, qui est aujourd'hui à la tête du FMI, a été condamné devant la Cour de justice de la République dans l'affaire dite Tapi. L'ancien chef des services secrets intérieurs, M. Squarcini, est mis en examen dans une affaire de trafic d'influence de Sarkozy.
attendez. Non, mais écoutez ce constat. Écoutez, il faut regarder dans le miroir de notre nation. Ce que j'ai dit. Il a été condamné. D'innombrables conseillers sont aujourd'hui également pris dans les filets de la justice et condamnés. À gauche, on n'a pas le monopole de la morale. Ceux qui pensent que la gauche a le monopole de la morale se trompent. Il suffit d'aller au sud, M. Guérini, aller au nord, M. Kucheda, le ministre du budget qui était un fraudeur fiscal, M. Cahuzac. Il y a le parti qui se goberge du tous pourri pour faire croire qu'il y a un tous pourri qui s'appelle le Front National, qui est cerné par 5 enquêtes judiciaires. Une liste non exhaustive, dites-moi quelle démocratie occidentale a ce CV judiciaire-là? Laquelle? Les États-Unis? L'Angleterre? Même l'Italie? L'Allemagne? Personne. Moi, je crois que c'est une grande alerte politique. Je crois que ça nous sommes une exception en France? Je pense que ce que je viens de dire en termes de constat, qui est non exhaustif, doit nous alerter sur la gravité de la situation française. De ce point de vue-là, arrêtez de regarder les autres avec surplomb et se regarder en face pour faire notre examen de conscience. Vous parlez de l'affaire des financements libyens tout à l'heure. Je vous donne un exemple pour qu'on comprenne, que les gens qui nous regardent comprennent. C'est une affaire mondiale. Corruption internationale, des paradis fiscaux, en veux-tu, en voilà, avec des conséquences géopolitiques, la guerre. Bon, il n'y a pas un juge d'instruction détaché à temps plein sur le dossier. Il n'y a pas un procureur détaché à temps plein sur le dossier. Il n'y a même pas un policier. Vous m'entendez? Il n'y a pas un policier détaché à temps plein sur le dossier. Pourquoi, selon vous? Mais parce que la classe politique de droite, de gauche, tout ça n'est pas un propos idéologique. Ne prend pas la conscience des enjeux de la lutte contre la corruption qui sont, de mon point de vue, aussi importants, pas plus, mais pas moins, que les enjeux contre le chômage ou contre les déficits publics. D'ailleurs, c'est parfois lié. Il faut quand même avoir conscience que la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la justice supranationale, c'est la justice au-dessus de la justice nationale en Europe, a quand même dit que les procureurs en France ne peuvent pas être considérés comme des magistrats parce qu'ils ne sont pas indépendants. Ça veut pas dire que les procureurs sont tous vendus au pouvoir. Mais attendez, laissez-moi terminer. Ça veut dire que dans un écosystème où quand vous devez le dérouler de carrière à l'autorité supérieure qui est l'autorité politique, un lien direct de subordination au pouvoir politique, au procureur, sur les affaires, le petit nombre d'affaires de corruption qui concernent le pouvoir politique, le pouvoir exécutif, ça peut créer un certain nombre de censures ou d'autocensure judiciaire. Et depuis novembre 2018, on ne peut plus parler de contestation sociale en France sans évoquer les Gilets jaunes, véritable fil rouge de ces derniers mois. 59 actes pour autant de samedis à battre le pavé pour les opposants à la politique d'Emmanuel Macron. Ce qui fait de ce mouvement l'une des plus longues contestations de l'histoire de la Ve République. Mais 2019 ne fut pas que l'année du conflit social. 2019, ce sont aussi des affaires et des polémiques liées au gouvernement ou à la majorité d'Emmanuel Macron. Et pour commencer, l'affaire Benalla, débutée en juillet 2018. Les nouvelles mises en examen d'abord, usage sans droit de passeport diplomatique, port et détention d'armes non autorisées de catégorie B, violence volontaire en réunion ou encore immixtion dans l'exercice d'une fonction publique. En février, et ce pendant une semaine, l'ex-conseiller du président Macron a été placé en détention provisoire pour violation de son contrôle judiciaire. Il est de plus visé par une plainte de l'association Anticorps pour corruption, corruption passive, blanchiment et entrave à la justice. Alexandre Benalla, c'est un peu la boîte de chocolat de cette année 2019. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Autre affaire, celle du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a été mis en examen en septembre pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. François Bayrou, président du MoDem et garde des Sceaux du gouvernement Philippe, pendant les 35 premiers jours du quinquennat d'Emmanuel Macron, a lui aussi été mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Idem pour d'autres cadres du mouvement démocrate comme Marielle de Sarnez ou Sylvie Goulard, respectivement ex-ministre chargé des affaires européennes et ex-ministre des armées du 17 mai au 21 juin 2017. Citons en vrac et de façon non exhaustive le député LREM des Yvelines, Moussa Ouarous, mis en examen pour trafic de drogue, ou le député des Hauts-de-Seine et ex-questeur de l'Assemblée nationale, Thierry Solaire, qui doit répondre d'accusations de fraude fiscale, de détournement de fonds publics, de recel de violation du secret professionnel, et j'en passe.
Restent les polémiques, à commencer par celle qui a éclaboussé cet été François de Rugy, prédécesseur de Richard Ferrand au perchoir. Souvenez-vous, la fameuse affaire du homard, servie dans de luxueux dîners réglés aux frais du contribuable, dont le caractère professionnel était sujet à caution et qui avait fini par coûter son poste au 4e personnage de l'État. Et pour boucler la boucle avec les grèves, les oublis fâcheux du haut-commissaire aux retraites dans sa déclaration d'intérêt. Pour avoir omis 10 mandats, dont sa fonction d'administrateur bénévole dans un institut de formation de l'assurance, l'ancien médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, est depuis le 19 décembre visé par une enquête préliminaire du parquet de Paris. Sans compter que ces gens-là, entre guillemets, et encore une fois, je ne les mets pas tous dans le même panier. Allez vous faire foutre avec ces rumeurs à la con. Avec ces rumeurs à la con. Faire foutre avec ces rumeurs à la con. Des lois pour s'auto-protéger. Je rappelle quand même qu'il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps sur la prescription des délits par ruse, qui est passée de 10 ans à 12 ans, et qui est passée du fait que maintenant la prescription démarrait au moment du délit, et non au moment où on découvre le délit. C'est-à-dire que vous faites un délit par ruse dans l'an 2000, vous le découvrez en 2011, vous avez 1 an avant la prescription, alors qu'avant c'était à partir de 2011 que la prescription courait. Ces gens-là se votent des lois pour s'auto-protéger. Et il faut pas inverser les règles en plus. Il y en a marre de dire que c'est la faute de l'électeur. C'est la faute, mais un bon escroc, il est sympathique. Un bon escroc, ça c'est mentir. Un bon escroc, ça vous trouve de boulot dans la commune. Un bon escroc, ça c'est vous rendre redevable. Et quand vous vous rendez compte que les bons escrocs en général, dans ces mairies-là, personne ne se présente contre ces gens-là parce qu'ils sont sûrs d'être élus. Donc ce ne se présente que des seconds couteaux. Mais si, monsieur Maire, arrêtez de faire l'amour, on vous connaît. Parce que les réformes qu'on a posées, c'est des réformes de que dalle. Aujourd'hui, c'est vachement bien. Les anciens députés ne peuvent plus prendre le train gratuitement. Oh, c'est grave, on en a parlé partout. Mais le verrou de Bercy, personne n'en a reparlé. Allez vous faire foutre avec ces rumeurs à la con. Vu que vous vous faites finalement le grand pourfendeur des fake news, moi je vais vous en donner une belle, une pure, une sucre. Votre porte-parole, Madame Sibeth Ndiaye, elle dit à l'antenne que le malus, si on part effectivement avant 64 ans, L'âge pivot. au moment de l'âge pivot, le malus, c'est-à-dire la décote de 10% que vous auriez si vous partez à 62 ou à 63 ans, elle dit à l'antenne, tout le monde peut le vérifier. J'ai pas compris. Si je pars à 62 ans, le malus de 5%, je le paye jusqu'à 64 ans seulement ou je le paye sur toute ma retraite? Non, vous payez jusqu'à 64 ans. Et après, je regagne... Vous revenez à taux plein. Je reviens à taux plein. Donc pendant 2 ans, je paye un malus. Exact. Et à partir... Alors qu'en réalité, il est prévu pour jusqu'à... Elle a rectifié son erreur. Mais c'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'elle rectifie son erreur? Pourquoi est-ce qu'elle rectifie son erreur? Parce que elle s'est fait choper le doigt dans le pot de confiture. Mais non. C'est incroyable. Je peux finir parce que moi je vous ai pas coupé la parole durant votre... Comme vous avez bien persiflé, je ne vous ai pas coupé la parole. Donc, en l'occurrence, elle dit une chose aussi énorme. Non mais, Elle se écoutez, trompe, mais les autres ministres... attendez, alors je vais vous en donner un deuxième, puisque celui-ci, puisque maintenant, quand on confesse un mensonge, ça n'en est plus un. Je vais vous en sortir un deuxième. C'est une erreur, monsieur. Non, bah alors, C'est une erreur. Vous, c'est des mensonges. Répondez sur le mensonge. Répondez sur le mensonge. Attendez, je vais vous Répondez répondre sur le mensonge. Répondez sur le mensonge. Je vous ai pas, vous n'êtes pas l'inquisiteur ici, mon ami. C'est ce que vous n'êtes pas l'inquisiteur. C'est ce que vous Par faites. contre, moi, je vais vous en pointer un deuxième. Monsieur Darmanin. Donc c'était une erreur. Monsieur Darmanin. C'était une Non, erreur. c'était un mensonge. C'était une Monsieur erreur. Darmanin et Madame Ndiaye également passent leur temps à dire que le point Agirc Arrco n'a jamais baissé. Alors écoutez-moi bien, c'est délicieux ça. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les points Agirc Arrco, en 2014, 2015, 2016, 2017, ont été gelés. Alors que l'inflation, elle a augmenté. En économie, on appelle ça le rendement de la valeur du point. C'est-à-dire que ce rendement a baissé. Le point a baissé de façon relative. N'importe quel économiste sérieux le reconnaît. Monsieur Darmanin a dit, c'est faux. Non mais bien sûr. Oui, mais attendez. Mais bien sûr, on a toujours dit ça. S'il vous plaît. En 2018, attendez, excusez-moi. Et en 2018, le point Agirc Arrco augmente de 0,6, mais l'inflation est à 1,6. Répondez à ma question. Donc, voilà pourquoi la baisse relative, elle a été drastique. Mais quand est-ce qu'on Répondez à ma raconte question. là, c'est du baratin pur sucre. Ce que dit la CGT? Exactement. Ce que dit la CGT, c'est du baratin. Non, ce que vous dites. Non, attendez. Et je vous ai... Répondez à ma question. Ah mais attendez. Benjamin Marc, Vous répondez. Marc vous répond que... En l'occurrence, personne n'a rien compris à ce que vous avez raconté. Monsieur, je vais vous l'expliquer une Oui, deuxième voilà, fois. allez-y, dites-moi. Vous n'avez pas été clair la première fois. Alors, je vais recommencer. Vous dénoncez la retraite, réforme. au motif qu'elle s'oppose à la retraite par répartition solidaire.
Et vous dites contre une retraite un système de retraite individualiste. Monsieur, vous ne savez pas lire. Je lis. Permettez-moi de vous le dire. Je vais le lire. Non. Les mesures envisagées remettent en cause notre système de retraite solidaire pour aller vers un système de retraite individualiste par points. C'est la vérité. D'accord. Monsieur, mais c'est la vérité. Je vous... Attendez. Non. Vous pointez, je peux vous monsieur. répondre ou pas? Non, monsieur. Ah ben on peut pas vous répondre, Non, c'est dommage. Vous me demandez d'expliquer, alors j'explique. Mais maintenant je vous réponds. Vous comparez le système de financement de la retraite, qui est le système par répartition. Mais c'est faux, monsieur. Vous ne savez pas lire. Alors. Vous ne savez pas lire. Vous Mais savez, je suis enseignant. permettez-moi, Je vais vous faire des cours de Attendez, méthodologie. Benjamin vous ne savez Marc, pas lire. une pause, Jacques-Marie Notion. Là, Monsieur Marie Lochon, vous ne savez pas une lire. petite... Ça fait partie du Seulement du 21% catalogue à l'après-vert de toutes les fake news diffusées par le gouvernement. Bref, l'année 2019 a été mouvementée pour l'exécutif et la majorité présidentielle, mais restons optimistes et souhaitons À Emmanuel Macron, à son équipe, ainsi qu'à l'ensemble des Français une nouvelle année sous de meilleurs auspices. Bonne année 2020.